le musée d'archéologie nationale, de demeure royale, à écrin de la préhistoire. Laissez-nous vous emmener faire un petit voyage dans le temps, en un lieu où cette préhistoire s'est construite, et se construit encore. Vous connaissez le Louvre, Versailles aussi, mais connaissez-vous le château de Saint-Germain-en-Laye? Pourtant, c'est aussi une grande demeure royale, et royale c'est peu dire, puisqu'elle a accueilli une belle ribambelle de têtes couronnées. Saint-Louis et François Ier y ont vécu, Henri IV y a fait grandir ses enfants, Louis XIII y est décédé, Louis XIV y est né et y a passé les 20 premières années de son règne. Il faut dire que le lieu avait tout pour séduire les rois de France. Situé à seulement 20 km à l'ouest de Paris, le site de Saint-Germain-en-Laye prend place sur un plateau surplombant la Seine, entouré par une vaste forêt de 3500 hectares. Tous ces rois ont apposé leur marque sur le château, jusqu'au départ de Louis XIV, qui quitte les lieux en 1689 pour rejoindre Versailles. Le bâtiment laissé à l'abandon, le roi d'Angleterre en exil, James Stuart, vient ensuite y vivre avant que la Révolution française n'éclate. L'état des bâtisses ne fait alors que se dégrader au fil des décennies. Pauvre château. Transformé en école de cavalerie, en caserne ou encore en pénitencier militaire, on pense même le raser au début du XIXe siècle. Mais une visite insolite va le sauver de la démolition. En 1855, la reine Victoria vient à Paris et désire retourner sur les traces du roi Stuart. Napoléon III, qui n'est empereur que depuis 3 ans à peine, prend conscience de l'état désastreux du château et veut y remédier. Cherchant alors un écrin pour exposer ses découvertes archéologiques, il a l'idée d'en faire un musée. Gros problème quand même, nous n'avons ni collection, ni concept. Il va falloir 5 ans pour que vraiment les savants français venant de tous les horizons se penchent comme des fées sur un berceau et créent un musée qui avant tout se veut un musée scientifique et pédagogique. En effet, Napoléon le Petit, ainsi surnommé par Victor Hugo, voit les choses en grand. Passionné d'archéologie, il cherche des traces tangibles du passé de Jules César sur le territoire français lors de la guerre des Gaules au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il souhaite en effet illustrer son ouvrage intitulé « L'histoire de Jules César ». Mais où va-t-il pouvoir mettre toutes ces découvertes? Au Louvre? Impossible. Au musée de Cluny? Non, les salles sont déjà bien remplies. Saint-Germain-en-Laye se présente alors comme la meilleure option, puisque de toute façon, le château est à reconstruire. En 1858, Napoléon crée la commission de la topographie des Gaules. Celle-ci a pour objectif de rédiger des cartes et de rédiger 2 dictionnaires sur la topographie antique du territoire. La commission de topographie des Gaules, qu'il crée en 1858, va collecter énormément d'informations, de photographies, alors sous forme de photographies, mais également sous forme d'objets. Et arrive un moment où ces documents, eh bien, il est nécessaire de leur trouver un cadre et de pouvoir les valoriser et les mettre à disposition du public. Et donc, c'est ceci qui est à l'origine de la création du musée le 8 mars 1862 par décret impérial, appelé à l'époque musée gallo-romain, parce que Napoléon III voulait en faire vraiment le réceptacle des témoignages de la conquête des Gaules par Jules César. Pour accueillir tous ces vestiges, il faut donc de l'espace. Mais les travaux d'aménagement n'avancent pas suffisamment vite. Eugène Millet, nommé architecte-restaurateur du château, se retrouve confronté dès 1855 à l'ancien pénitencier qui comprend alors 500 cellules. Tout le bâtiment est même recouvert d'un enduit noirâtre tout à fait lugubre. Alors, que faire? Napoléon III doit réagir. Il décrète la restauration complète du château et établit en 1865 la commission d'organisation du musée, présidée par le comte Émilien Neuwerkerke et le général Verschère de Réfy. Cette commission définit 1 an plus tard les objectifs de la toute nouvelle institution à visée pédagogique. Je cite: « Le musée de Saint-Germain sera destiné à rassembler les documents de l'histoire des races qui se sont succédés sur le territoire de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu'au règne de Charlemagne. » Très vite, la commission de topographie des Gaules va avant tout trouver des vestiges antédiluviens, comme on les nomme à l'époque, des vestiges qui sont bien antérieurs à Jules César et bien antérieurs même aux Gaulois. Et donc ce musée qui est destiné à accueillir tous les documents, tous les vestiges trouvés sur le sol national, va très vite agrandir son spectre et va accueillir les objets de la préhistoire, et c'est ici qu'est né le concept de préhistoire, jusqu'aux mérovingiens. 5 ans après la signature du décret, le musée ouvre enfin ses portes, en mai 1867. L'inauguration fait grand bruit. L'empereur, arrivé par la nouvelle ligne de chemin de fer, est accueilli avec ferveur par toute la ville.
On sort les tentures, le tapis rouge, et même les pompiers défilent malgré la pluie d'orage. Les différents moments de la journée sont même racontés dans les journaux. Mais une ombre se glisse cependant dans le tableau. On raconte que l'empereur est déçu, puisque seules 7 salles sont prêtes pour l'ouverture. À tel point que pour entrer, les premiers visiteurs doivent emprunter un petit passage dans la cour, en prenant soin d'éviter les pierres qui tombent. Pire encore, l'empereur déçu s'étonne, mais où sont passés les vestiges gallo-romains? Pourquoi voit-on autant d'objets préhistoriques? Donc Napoléon III vient inaugurer, alors que est à Paris l'exposition universelle, ce musée. Il est accompagné, là encore, par tous les grands savants français de cette époque. Et là, a priori, grande déception, parce que lui attendait son musée gallo-romain. Il attendait que soit mis à l'honneur le génie du conquérant des Gaules. Et que trouve-t-il? 7 salles. Or, sur ces 7 salles, les 3 premières salles sont dédiées, en fin de compte, à ce que nous appellerons très rapidement la préhistoire. La 4e est la salle des archives et la bibliothèque, à qui d'ailleurs il va offrir l'histoire de Jules César. Et puis ensuite, en grimpant dans les salles, que voit-il? Alors une salle du trésor, mais avec des objets plutôt mérovingiens. Et ensuite, cimetière gaulois, cimetière gaulois, cimetière gaulois. Grosse déception. Alors, il faudrait probablement nuancer, mais ce que nous pouvons noter dans les archives, c'est que, alors que Napoléon III a beaucoup aidé sur sa cassette personnelle la création de ce musée, eh bien, le 13 mai 1867, on voit plus trop cette aide, et jusqu'à la fin du musée, nous n'aurons plus un sou de l'empereur. Néanmoins, le public, lui, apprécie. On lit ainsi sous la plume de Beaune ceci. Le musée de Saint-Germain-en-Laye vient d'ouvrir, et déjà, il est populaire. C'est qu'il satisfait le sentiment national en réunissant pour la première fois les monuments de nos origines diverses. Mais que trouve-t-on dans ce musée? La majorité des objets provient des dons faits par des savants célèbres. On retrouve Jacques Boucher de Perthes, mais aussi Édouard Lartet et Henri Christie. Mais n'oublions pas les dons étrangers, comme ceux du roi du Danemark, Frédéric VII, qui lègue quelques 300 haches polies. La muséographie de la fin du XIXe siècle est bien éloignée de ce que l'on connaît aujourd'hui. Les vitrines d'alors accueillent parfois des centaines d'objets. On vous fait visiter? Au premier étage se trouve la salle 1, consacrée à la préhistoire. Elle prend le nom de terrain d'alluvions et cavernes, instruments d'os gravés et de pierres non polies. Les bustes de Boucher de Perthes et de Lartet trônent paternellement sur la cheminée en tant que donateurs. Bon, quand on leur parle, il reste de marbre, mais c'est toujours agréable d'avoir une présence amicale dans la pièce, n'est-ce pas? Chacune des 18 vitrines est surmontée d'un ossement animal contemporain de la période représentée. Des restes humains sont aussi visibles, et au mur, cartes et tableaux révèlent les lieux de découverte. Les 2 salles suivantes sont consacrées aux monuments mégalithiques qui font déjà à l'époque la grande fierté du patrimoine breton. Le reste de la visite permet d'avancer dans le temps, en passant par la Gaule avant la conquête romaine. Pour se faire une idée plus précise de ce à quoi ressemble le tout jeune musée, plongeons dans la capsule temporelle qu'est la salle Piette. Au début du XXe siècle, les derniers travaux du musée s'achèvent par l'ouverture d'une salle qui accueille en son sein quelques milliers d'objets paléolithiques. Située tout en haut de l'aile sud du château, la salle doit son nom au généreux donateur de ces joyaux de la préhistoire, Édouard Piette. C'est au cours d'une cure thermale dans les Pyrénées qu'elle découvre les grottes préhistoriques et se prend de passion pour cette quête des origines de l'homme. Il multiplie alors les fouilles, comme à Gourdans, à Lortais, au Mas d'Asile ou encore à Brasse-en-Pouille. Sa collection devient dès lors une des plus importantes de l'époque. Elle contient de nombreux objets et œuvres d'art qu'il décide à la fin de sa vie de léguer au musée de Saint-Germain-en-Laye. Il écrit au directeur du musée, Alexandre Bertrand, les mots suivants. « Il me répugnerait de vendre ma collection. J'aurais regardé comme une honte et une action indigne d'un homme de science de vendre ma collection et surtout de la vendre à l'étranger. » Toutefois, ce don ne se fait pas sans condition. Il demande à ce que la scénographie de la salle demeure inchangée et que les vitrines et l'intégralité des objets soient conservés en l'état. Il souhaite aussi que son portrait soit exposé dans la salle, afin de veiller sur les objets auxquels il a consacré l'essentiel de sa vie. Après une longue période de fermeture, une grande campagne d'études et de restauration a permis en 2008 la réouverture au public de la salle Piette. Penchons-nous ensemble sur 2 objets préhistoriques exposés dans cette pièce. La Dame à la capuche, découverte dans la grotte du Pape à Brasse-en-Pouille, est datée de 29 à 22 000 ans avant notre ère. C'est certainement la pièce la plus connue du musée, voire de toute la préhistoire. Elle se distingue en effet grandement des autres figurines que nous connaissons, appelées Vénus, par son visage stylisé et son élégance mystérieuse. L'interprétation de cette statuette en os de mammouth fait débat. Porte-t-elle réellement une capuche? Est-ce un symbole de fécondité? Ou une image symbolique de la femme?
impossible de répondre avec certitude à ces questions. Néanmoins, la dame de Brassampouille est l'une des images les plus vivantes que nous ayons à ce jour de la femme paléolithique. Quant aux animaux, ils sont largement majoritaires dans les représentations du paléolithique. Ils sont parfois représentés symboliquement, comme le montre ce bâton sculpté. Découvert dans la grotte du Mas d'Asile et daté de 15 000 ans avant notre ère, il illustre les 3 âges de la vie d'un cheval, poulain, adulte et décharné. Le musée accueille également une grande galerie dédiée au paléolithique, où d'autres témoins préhistoriques nous attendent, comme ce crâne de Mégacéros. Impressionnant, non ? En visitant cet espace où sont exposés de nombreux autres témoins de la préhistoire, outils, parures, sculptures, nous pouvons dès lors mieux comprendre comment vivaient nos lointains ancêtres. Comme nous venons de le voir, le château de Saint-Germain-en-Laye, devenu musée d'archéologie nationale, est avant tout un lieu chargé d'histoire et de préhistoire qui, salle après salle, nous fait remonter le temps jusqu'aux origines de l'humanité. Il nous fait retourner à la source qui a fait naître nos racines et nous invite à nous y abreuver encore et encore pour renouer avec ce qui nous a fait humains. C'est aussi un musée vivant qui propose de nombreuses activités et visites, ainsi qu'un témoin et acteur privilégié des dernières découvertes archéologiques sur le sol national. En fait, ce que moi je découvre au musée, c'est pas la préhistoire. Ce sont pas les âges de fer, du bronze, hein, ce sont les gens qui s'en occupent. Et ce que je découvre, c'est des gens incroyablement passionnés par leur discipline et qui une fois de plus, sont des écrivains. En fait, ils essayent d'avancer dans cette interprétation, dans cette connaissance de ces périodes. Et moi, en tant que romancière, je trouve que ce sont de vrais personnages de romans. En fait, je navigue dans un roman, dans ce musée, dont les personnages sont les conservateurs, les archivistes, etc. Et ça, c'est totalement inattendu. La vraie surprise pour moi, c'est ça. Je m'attendais pas du tout à tomber dans cette espèce de livre ouvert où chacun a des histoires absolument incroyables à raconter. Et ça, je pense que c'est très particulier à la préhistoire. Et ici, c'est vraiment un endroit très particulier. Voilà. C'est ça la préhistoire. Une science mouvante et bouillonnante qui un jour découvre de nouvelles espèces humaines comme l'Homo luzonensis aux Philippines et le jour suivant fait reculer les origines de l'Homo sapiens de 100 000 ans.